ils y sont enfin parvenus. Après 3 siècles de quête, des archéologues ont identifié l'emplacement de la mystérieuse terre du jaguar blanc. Une cité maya tapie au cœur des jungles mexicaines. Tout débuta véritablement au XVIe siècle avec les Lacandons, irréductibles descendants des Mayas, doués d'une exceptionnelle résilience. Lorsque leur capitale principale, la Camtoun, tomba aux mains des Espagnols en 1586, beaucoup auraient mal considéré la cause perdue. Eux pourtant se replièrent plus profondément dans la forêt tropicale et édifièrent leur ultime bastion, Sac-Balan, une place fortifiée dissimulée, faite de temples de pierre, de sentiers tortueux noyés dans la jungle et de singes hurleurs jouant les sentinelles tapageuses. Durant plus d'un siècle, ils y préservèrent leurs traditions, loin de toute domination européenne. Puis, en 1695, l'histoire revint brusquement frapper à leurs portes. Un missionnaire espagnol nommé Diego de Rivas tomba droit sur Sac-Balan. Ce fut le début d'un irrévocable déclin, car les Espagnols ne tardèrent pas à en prendre le contrôle. En 1721, les Mayas abandonnèrent le site, et la jungle récupéra aussitôt ses droits. Racines éventrant les murs, lianes étouffant les places. La cité ne s'évanouit pas, elle fut littéralement dévorée par la nature. Durant les 3 siècles suivants, Sac-Balan devint davantage un mythe qu'un souvenir tangible. Un nom qu'archéologues et explorateurs mentionnaient à voix basse, nourrissant l'espoir secret de l'apercevoir un jour. Bien des expéditions tentèrent de la retrouver, mais la forêt tropicale se révélait perfide. Chaque sentier paraissait identique, l'humidité réduisait les cartes en lambeaux, et même le GPS s'avérait impuissant sous l'épaisse voûte végétale. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que la botte était vivante, hérissée d'épines, et peuplée de jaguars prêts à faire de vous leur repas. Comment alors les scientifiques ont-ils percé l'énigme? Grâce à un unique élément, une lettre du XVIIe siècle. Dans ce document, Diego de Rivas décrivait en détail les routes, rivières et sentiers menant à Sac-Balan. Il retraçait le périple de soldats marchant 4 jours jusqu'au rio Lacandón, puis naviguant 2 jours vers l'église El Encuentro de Cristo, où ils abandonnèrent leur canoë avant de poursuivre à pied vers le lac Petén Itzá, au Guatemala. Ces indications étaient déjà très précieuses, mais les chercheurs voulurent déterminer l'emplacement précis en recourant au système d'information géographique, SIG. Ils intégrèrent les différentes couches de végétation et la charge portée par chaque homme, afin de délimiter la zone où Sac-Balan devait probablement se trouver. Le calcul fut concluant. Guidés par ces résultats, les archéologues se frayèrent un chemin dans la jungle et découvrirent des temples de pierre surgissant du sol tels des dents brisées, ainsi que des outils, des céramiques et même une église espagnole nichée au cœur des vestiges. Cette découverte ne se résume pas à de simples ruines spectaculaires, elle réécrit l'histoire. On pensait que les Lacandons s'étaient dispersés après la chute de la Camtoun. Mais Sac-Balan démontre qu'ils se sont réorganisés, qu'ils ont résisté et préservé leur culture durant plus d'1 siècle. C'est comme retrouver le dernier chapitre d'un récit que l'on croyait inachevé. L'ironie est frappante. Le missionnaire espagnol qui dévoila Sac-Balan contribua à sa perte. Et pourtant sa lettre permit, bien plus tard, de lui rendre mémoire. Aujourd'hui, les ruines reposent au sein d'une réserve de biosphère, protégée par la même jungle qui les cachait autrefois. On ne peut s'y aventurer à la légère. La nature y est âpre et foisonnante. La cité respire à nouveau, mais selon ses propres lois. Des scientifiques ont récemment mis au jour une autre cité perdue, enfouie sous les jungles denses du Mexique depuis 6 siècles. Cette ville, nommée Guyengola, est immense. Environ 360 hectares, plus de 1100 bâtiments, 4 km de murs défensifs, un réseau de routes et un plan urbain remarquablement structuré. En raison de son isolement profond, il aurait été impossible de mesurer son étendue sans des années d'exploration. Mais c'est là que la technologie moderne intervint. Grâce au lidar, un outil de balayage laser, les chercheurs survolèrent le site et obtinrent, en seulement 2 heures, une carte 3D complète de l'ancienne cité. Guyengola fut construite entre 1350 et 1121, à l'époque précolombienne, et grouillait autrefois de vie. Elle constituait un centre majeur pour le peuple zapotèque,
présent dans la région depuis environ 600 avant notre ère. Les familles y résidaient dans des maisons organisées autour de vastes patios centraux, entourés de pièces qu'elles étendaient à chaque naissance, prolongeant ainsi leurs habitations. Elles employaient également les montagnes voisines comme rempart naturel et détournaient les eaux de ces reliefs pour assurer le drainage. De nombreux édifices subsistent encore, un fait remarquable au regard des siècles écoulés. À la fin du XVe siècle, les Zapothèques étaient une puissance incontestée le long de la côte pacifique, repoussant même les ambitions expansionnistes des Aztèques. À Guyengola, ils résistèrent à un siège implacable de 7 mois. Toutefois, l'abri offert par les montagnes restait incomplet. L'eau douce et les terres cultivables faisaient défaut. À moins de 20 km, la ville plus petite de Tehuantepec offrait ses ressources nécessaires, et les Zapothèques s'y installèrent peu avant l'arrivée des Espagnols en 1521. Les découvertes actuelles ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. Le scan LIDAR révéla plus d'1 millier de bâtiments, et les archéologues envisagent plusieurs années de recherche. Plutôt que de tout exhumer et risquer des dommages, ils continueront à étudier la cité grâce à des technologies de balayage avancées. À présent, rendons-nous en Égypte, où des archéologues ont mis au jour une ville perdue entière, nommée Imet, nichée dans le delta oriental du Nil. Elle était enfouie sous des couches de boue, d'eau et de siècles d'histoire, dissimulée dans un marécage en perpétuelle mutation. Les scientifiques l'aperçurent d'abord d'en haut, sous forme de petits amas de fondations en briques de terre, à peine perceptibles sur les images satellites. Les formes, fragiles et fantomatiques, étaient toutefois trop ordonnées pour être naturelles. Ils suivirent ces motifs sur le terrain, commencèrent à creuser, et la cité reprit progressivement vie. Les archéologues ont mis au jour des maisons-tours, à plusieurs étages, véritables mini-gratte-ciel de l'Antiquité. Dotées de niveaux multiples et de fondations robustes, elles pouvaient supporter des charges importantes. Ce type d'habitation verticale est extrêmement rare en Égypte, surtout hors du delta du Nil, et démontre que les habitants d'Imet ne se limitaient pas à l'étalement au sol, mais construisaient également vers le ciel. La ville apparaissait ainsi densément peuplée, soigneusement planifiée et bien plus urbaine qu'on ne l'imaginait pour l'époque. Mais il ne s'agissait pas seulement de résidences sophistiquées. Un complexe de transformation des céréales a été découvert, avec zones pavées de travail, enclos pour animaux et espaces méthodiquement organisés pour la production alimentaire. La cité possédait donc une véritable économie. Non loin de là, une voie cérémonielle menait au temple d'Ouadjé, sa divinité tutélaire. Plus tard, d'autres constructions furent édifiées sur cette route, témoignant du déclin progressif du culte. Les vestiges ont également révélé des reliques remarquables. Une petite figurine funéraire en faïence verte, une stèle représentant Harpocrate, incarnation grecque d'Horus, le dieu du silence, des secrets et du soleil naissant, perché sur des crocodiles et tenant des serpents. Et même un sistre en bronze, instrument de musique ancien orné des doubles têtes d'Hathor. Des découvertes tout à fait impressionnantes. Il apparaît qu'Imet fut occupé dès le IVe siècle avant notre ère, de la période tardive jusqu'à l'époque romaine. Sa position le long de routes commerciales en faisait un centre attractif pour marchands et pèlerins se rendant au temple d'Ouadjé. La ville ne se contentait donc pas de subsister. Elle prospérait, se connectait, commerçait et s'adaptait aux évolutions de son temps. Bien plus qu'une ruine poussiéreuse, Imet nous ouvre une fenêtre sur la vie quotidienne, la religion et l'organisation urbaine du delta, domaine jusqu'ici moins connu que les grandes pyramides et autres tombeaux. En 1912, les journaux britanniques s'enthousiasmaient pour une affirmation audacieuse. Les premiers humains seraient apparus en Grande-Bretagne et non en Afrique. L'impression était celle d'une histoire réécrite de fond en comble, et l'adhésion fut générale. Les foules applaudirent, les savants célébrèrent l'événement, et le petit village de Piltdown, dans le Sussex, devint soudain le centre de ce qui fut présenté comme la plus grande découverte de l'histoire de l'évolution. Tout cela fut rendu possible par Charles Dawson, un archéologue amateur curieux, désireux de se faire un nom dans le monde scientifique. Il affirma avoir découvert des fragments osseux appartenant à une créature intermédiaire entre les singes et les humains. Dawson s'associa à Arthur Smith Woodward,
géologue respecté du musée d'histoire naturelle de Londres, et ensemble ils assemblèrent des morceaux de crâne, des dents et même des outils primitifs. Leur découverte, baptisée l'Homme de Piltdown, fut présentée à la Société géologique et crue pendant des décennies. Les manuels scolaires réorganisèrent même l'évolution humaine autour de ce fossile, appris comme une vérité absolue par des générations entières. Mais un retournement survint. En 1949, de nouvelles techniques permettant de dater précisément les objets révélèrent des incohérences. Les analyses montrèrent que le crâne n'avait qu'environ 50 000 ans, et non plusieurs centaines de milliers. Plus surprenant encore, le crâne et la mâchoire n'appartenaient pas à la même espèce. Un crâne humain avait été combiné avec la mâchoire d'un singe, probablement un orang-outan. Les dents avaient été limées pour paraître plus humaines, et les os teintés afin de correspondre au gravier environnant. Ce fossile artificiel parvint à tromper le monde entier en lui faisant croire à la découverte d'une pièce manquante de l'histoire humaine. Dawson entra ainsi dans l'histoire scientifique, mais sans doute pas comme il l'avait espéré. Et il n'était pas un cas isolé. Certains agissaient par appât du gain, d'autres par soif de renommée. À la fin du XIXe siècle, à Paris, les musées accumulaient les trésors antiques comme s'il s'agissait de cartes Panini. Lorsqu'une somptueuse tiare en or, prétendument attribuée à un roi scythe nommé Saïta Farnès, apparut sur le marché, le Louvre estima devoir l'acquérir. Elle était spectaculaire, richement ornée, majestueuse, digne d'un souverain. Le musée versa une somme considérable et l'exposa fièrement comme un chef-d'œuvre de l'art ancien. Puis survint la désillusion. Quelques années plus tard, un orfèvre entreprenant d'Odessa, Israël Rouchomovski, lut un article sur la prestigieuse découverte du Louvre et éclata de rire. Il reconnut la tiare qu'il avait façonnée de ses propres mains. Il s'agissait d'une œuvre moderne, réalisée sur commande pour des marchands locaux, lesquels ne lui avaient jamais révélé leur intention de la faire passer pour un trésor ancien. Le Louvre fut humilié. Une fois encore, le monde entier avait cru à un mensonge séduisant. Quant à l'orfèvre qui avait ridiculisé le musée, il gagna une notoriété durable dans le milieu artistique. La tiare détient encore aujourd'hui le record Guinness de la plus grande fraude en orfèvrerie de l'histoire. Une autre supercherie scientifique soigneusement orchestrée nous ramène dans la paisible ville de Cardiff, dans l'État de New York, quelques décennies avant l'affaire du Louvre. En 1869, des ouvriers creusant un puits heurtèrent un objet dur et massif. Ils mirent au jour ce qui semblait être un homme pétrifié de 3 mètres de haut, étendu dans le sol. Les foules affluèrent de régions éloignées pour l'observer. Des prédicateurs y virent la preuve des géants bibliques évoqués dans la Genèse. Les savants débattirent, hésitant entre fossilisation et intervention divine. En quelques jours, le géant de Cardiff devint une véritable attraction. Les visiteurs payaient cher pour le voir, 50 cents l'entrée, une somme importante à l'époque. On découvrit plus tard qu'un certain George Hull avait sculpté ce géant dans du gypse à la suite d'une dispute avec un révérend méthodiste. Hull voulait démontrer à quel point il était facile de duper les foules, en particulier les croyants, contrairement à lui. Il enterra donc le faux géant, et l'expérience réussit au-delà de ses attentes. Même après la révélation de la fraude par des experts, le public continua d'affluer par désir d'y croire. Au fil du temps, le géant changea plusieurs fois de propriétaire. Il est aujourd'hui exposé au musée Fenimore Farm and Country Village, à Cooperstown dans l'État de New York. En parlant de musée, vous avez peut-être déjà aperçu ces crânes de cristal qui scintillent sous la lumière, présentés comme des objets sacrés issus de temples mésoaméricains. Oui, ceux popularisés par un film d'Indiana Jones, associés à des pouvoirs aztèques anciens ou même à une énergie extraterrestre. Pendant longtemps, les musées les exposèrent avec fierté, jusqu'à ce que des chercheurs du British Museum et du Smithsonian entreprennent de les examiner de près. Leurs conclusions mirent alors fin au mythe. Ils établirent que ces crânes avaient été façonnés à l'aide d'outils rotatifs modernes et d'abrasifs inconnus des anciens sculpteurs. Autrement dit, ils furent fabriqués au XIXe ou XXe siècle à l'aide de machines contemporaines et réussirent à tromper le monde entier. Il ne s'agissait ni de messages divins, ni de vestiges de civilisation venus de l'espace, mais simplement de presse-papier luxueux qui persuadèrent bien des gens de l'existence de prétendus pouvoirs anciens. Faisons maintenant un bond de plusieurs décennies vers une époque plus proche de la nôtre. Dans les années 1960, l'université de Yale révéla ce qui semblait être une découverte capable de réécrire l'histoire. Une carte du XVe siècle représentant l'Amérique du Nord sous le nom de Vinland.
Cela impliquait que les Vikings avaient cartographié le continent bien avant Christophe Colomb. Les titres de presse furent sensationnels. L'idée avait quelque chose de romanesque. Des explorateurs traversant des mers glacées des siècles avant que l'Europe ne sache même que l'Amérique existait. Pourtant, un détail posait problème. Le parchemin était bien médiéval, mais pas l'encre. Des décennies d'analyse montrèrent qu'elle contenait du dioxyde de titane, un pigment mis au point au XXe siècle. En 2021, Yale le confirma officiellement. La carte de Vinland était une contrefaçon moderne, tracée sur un parchemin ancien pour paraître authentique. Elle ne témoignait pas du génie viking, mais plutôt de l'ingéniosité humaine d'un côté et de notre crédulité de l'autre. Et lorsqu'il est sa question de persuasion, l'effort est moindre lorsqu'une source réputée comme National Geographic relaie l'information, n'est-ce pas? En 1999, le magazine présenta ce qu'il pensait être la découverte ultime, un fossile reliant les dinosaures aux oiseaux. Baptisé Archaeoraptor, il devait transformer notre compréhension de l'évolution. Provenant de Chine, il semblait parfait au premier regard. Une queue de dinosaure, des ailes d'oiseau et des os racontant l'histoire de l'apparition du vol. Mais rapidement, des doutes apparurent parmi les paléontologues. Les os ne s'alignaient pas correctement. Des scanners révélèrent alors la vérité. Le fossile avait été assemblé à partir de morceaux appartenant à des espèces différentes. Une queue de dinosaure issue d'un fossile, un corps d'oiseau provenant d'un autre. Quelqu'un avait littéralement composé un spécimen de Frankenstein pour en accroître la valeur. L'embarras fut considérable, en particulier pour National Geographic, qui avait construit tout un récit autour d'infos que le public voulait croire authentiques. Si vous pensez que les canulars scientifiques appartiennent au passé grâce aux technologies du XXIe siècle, voici une surprise. En 2020, le musée de la Bible à Washington fit une confession retentissante. Les 16 fragments de sa prestigieuse collection des manuscrits de la mer morte étaient tous des faux modernes. Des millions avaient été dépensés pour acquérir ce qui était censé être des textes sacrés vieux de 2000 ans, avant de découvrir qu'ils avaient été réalisés sur du parchemin ancien, mais peints avec une encre moderne. La fraude était si sophistiquée que même des experts s'étaient laissés tromper dans un premier temps. Des analyses approfondies finirent toutefois par lever le doute. Ces reliques n'avaient rien de sacré. L'enjeu ne se limitait pas à l'argent, mais touchait à la foi. Des milliers de visiteurs s'étaient tenus devant ces vitrines, éprouvant admiration, respect et sentiment de connexion, avant d'apprendre qu'ils avaient été confrontés à une supercherie. Et pour finir, voici sans doute l'une des impostures dites les plus glaçantes. En 2000, une momie apparut au Pakistan, présentée comme celle d'une princesse perse ancienne de 2600 ans, fille de Xerxès Ier. Elle fut découverte dans un sarcophage doré, enveloppé de vêtements d'or. Son visage, remarquablement conservé, troubla les archéologues qui restèrent médusés. Pourtant, quelque chose semblait clocher. Des scanners, des analyses linguistiques et une datation au carbone révélèrent une vérité effroyable. La momie n'était pas antique. Il s'agissait d'une femme moderne, probablement tuée, puis momifiée afin d'être vendue comme une fausse relique. L'affaire bascula brutalement de la fascination au drame et bouleversa de nombreuses personnes. Ce qui devait être un miracle royal se révéla être un crime infâme et un mensonge de plus. Toutes ces histoires ont un point commun, l'espoir. Les êtres humains veulent croire. Ils cherchent à toucher le passé et à trouver des preuves qui les reliaient à quelque chose de plus vaste. Qu'il s'agisse de savants en quête du chaînon manquant, de musées avides de renommée ou de croyants en quête de preuves de leur foi, tous aspirent à l'émerveillement. L'histoire regorge d'imposteurs et, parfois, ce sont précisément ces supercheries qui donnent naissance. Nous entendons de plus en plus parler d'objets mystérieux tombant du ciel. Des choses métalliques étranges frôlant les maisons et roulant entre les fermes. Comme en Argentine l'autre jour, il n'y avait aucune traînée et cela n'a déclenché aucune alerte radar. C'était seulement un boom soudain qui a surpris les habitants du coin. Avant que vous ne vous en rendiez compte, tout était bloqué, les autorités surveillant la zone. Que se passe-t-il réellement et sommes-nous en danger que cela nous arrive également? Les habitants d'une petite ville rurale du nord de l'Argentine mènent une vie tranquille. Pour eux, sans doute, la chose la plus dramatique est lorsqu'une vache s'égare. Ce qu'ils n'attendaient certainement pas, c'était un cylindre géant tombant de nulle part. Le propriétaire s'estimait heureux que l'objet n'ait pas percuté sa maison. Il a appelé la police, sinon pour comprendre ce que c'était et ce que cela faisait soudain dans son jardin, du moins pour l'aider à s'en débarrasser.
Cependant, lorsque les agents sont arrivés sur place, ils ont compris que cette tâche dépassait leurs compétences. Ils ont dû appeler des spécialistes, ceux qui arrivent avec des équipements de protection et des instruments étranges qui émettent des bips. Avant d'examiner l'objet, la procédure standard consiste à s'assurer que rien n'est prêt à exploser. Les objets tombés de l'espace peuvent être comme une canette secouée pleine de carburant de fusée restant. Un mauvais coup de sonde et pssst, cela pourrait causer de sérieux problèmes. Après s'être assuré qu'il était sûr d'approcher l'objet, le véritable mystère a commencé à se dévoiler. Là même, dans la Terre, se trouvait une longue coque noire en fibre de carbone, marquée de bosses sur le flanc. Elle ressemblait à un reste de vaisseau spatial mâchonné, puis recraché par une effrayante baleine de l'espace. Quand les objets chutent, leur rotation peut fortement s'accélérer. Et lorsqu'ils atteignent le sol, ils peuvent culbuter comme un ballon de rugby mal rattrapé, ce qui les déforme et les rend méconnaissables. Les rapports indiquent une longueur de près d'1,60 m et un poids suffisant pour s'enfoncer dans la Terre. L'objet semblait aussi avoir été conçu avec des lignes nettes et une forme bien structurée. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? L'hypothèse la plus évidente était qu'il est dérivé depuis son orbite. Peut-être un vestige d'un ancien lancement, ayant finalement perdu sa lutte contre la gravité. Des milliers de satellites hors service et de fragments de fusées gravitent encore autour de la Terre. Même dans l'espace, une légère traînée atmosphérique grignote les objets et leur vole leur vitesse. Et lorsqu'ils ralentissent trop, ils retombent en spirale vers notre planète. Un vieux satellite constitue donc une bonne piste. Cependant, la forme reste étrange. En général, ils sont ronds et non comme celui-ci. Une autre explication plausible serait que cet objet étrange provienne d'un avion. Les appareils commerciaux perdent parfois des éléments tels que des panneaux, des pneus ou même des portes. En 2014, un Boeing 757 de Delta connut une aventure imprévue en perdant un panneau supérieur d'aile en plein vol. Même si cela peut paraître inquiétant, le problème n'affecta pas la capacité de l'avion à voler, et il atterrit sans encombre. En juillet 2024, un Boeing 757 de United Airlines, au décollage de Los Angeles, perdit une roue du train d'atterrissage principal, mais poursuivit jusqu'à Denver et se posa sans faire de blessés. Comme vous le constatez, des choses étranges arrivent, mais l'objet argentin paraît bien trop inhabituel et nettement plus volumineux. Et si quelque chose d'aussi massif était tombé d'un avion en plein vol, il y aurait presque à coup sûr des rapports ultérieurs et quelque part un pilote extrêmement inquiet. Il n'est pas non plus impossible que l'objet provienne d'un projet expérimental. Peut-être un prototype sans lien avec une mission publique, car tous les essais novateurs ne sont pas annoncés. Ainsi, des équipes de recherche réalisent souvent des tests discrets pour observer le comportement de nouveaux matériaux ou de nouvelles formes lors de leur descente. Pourtant, même ces enveloppes d'essais résistantes restent généralement identifiables, tandis que cet objet tubulaire demeurait visuellement déroutant et devint un véritable mystère, du moins pendant un temps. Jusqu'au moment où ils découvrirent un marquage. Presque tout ce qui est conçu pour voler porte une identification, qu'il s'agisse d'un code estampillé, d'une ligne peinte ou d'un numéro gravé au laser, sauf si cela doit rester secret. Toute activité aérienne repose sur une technologie coûteuse, et même lorsqu'un élément n'est pas réutilisable, on souhaite souvent l'examiner pour en tirer des enseignements. En règle générale, chaque pièce est marquée parce qu'elle provient d'usines ou de sites différents. Même les anciens débris spatiaux fournissent habituellement un indice, permettant de jouer les détectives avec des formes familières de l'époque. Il est fréquent de trouver un fragment correspondant à un plan connu. Et c'est sans doute ce qui a permis d'élucider ce mystère particulier. L'une des valves portait un minuscule numéro de série, et ce code exact figure sur la liste publique des incidents de débris spatiaux. D'après cette base de données, ce tube mystérieux serait un élément de la fusée chinoise Jielong 3A, Dragon Agile, lancée depuis une barge en mer Jaune. Cela ne rend toutefois pas l'origine officielle, la Chine n'ayant rien confirmé publiquement. Fait amusant, un fragment semblable de débris présumé du Jielong 3 est apparu en Australie à peu près au même moment. Voilà une conclusion plutôt décevante. Un autre cas s'est produit dans la région de Murcie, en Espagne, en 2015. Comme en Amérique du Sud, des agriculteurs y ont découvert un objet non identifié. Mais les Espagnols ont découvert des boules de bowling au lieu de cylindres. Cela a également attiré des agents en combinaison spéciale. Des experts ont ensuite avancé qu'il s'agissait d'un réservoir haute pression utilisé pour un lancement sans que personne n'ait jamais su à qui il appartenait. La même chose s'est produite en Namibie en 2011. Les journalistes l'ont même baptisé
la boule mystérieuse de l'espace. Des villageois ont découvert une sphère métallique creuse et calcinée, posée en plein air, comme si elle avait roulé tout droit hors d'une usine. Sa surface était rugueuse, et l'ensemble semblait formé de deux moitiés soudées entre elles. La police est intervenue pour vérifier si l'objet était explosif, puis les autorités l'ont analysé, confirmant qu'il était fait d'un alliage de qualité spatiale. Et rien de plus. Aucune agence ne l'a revendiqué. Aucune mission ne correspondait. Des habitants ont signalé une série de petites explosions quelques jours avant la découverte, et des responsables ont noté que des sphères similaires étaient apparues en Australie et en Amérique centrale au cours des dernières décennies. Cela s'est aussi produit au Vietnam, où non pas une, mais 3 lourdes boules sont tombées en 3 endroits distincts. Elles étaient de tailles différentes et ressemblaient à d'énormes billes, la plus grande pesant 45 kilos. Les enquêteurs estiment que ces sphères pourraient être des restes d'un lancement de satellites raté. Les dégâts modérés suggèrent une chute depuis une altitude relativement basse. Les autorités partagent cet avis et indiquent qu'il s'agit probablement d'un objet venu de l'orbite terrestre, sans pouvoir le relier à une mission précise. En Inde, des habitants du Gujarat ont également découvert d'énormes boules de billard similaires. Tous ces objets qui tombent pointent vers un problème beaucoup plus vaste. L'espace autour de la Terre devient de plus en plus encombré. Au fil des décennies, l'orbite terrestre basse a commencé à ressembler à un débarras que personne n'aurait jamais nettoyé. Bien que la majorité des débris se désintègrent en rentrant dans l'atmosphère, comme vous l'avez constaté, certains fragments plus lourds peuvent survivre à la chute et atteindre la Terre. Pas étonnant que personne ne veuille en assumer la responsabilité. Ce serait comme admettre avoir laissé des déchets sur l'autoroute et causer un accident de la circulation. Mais le problème s'aggrave à une échelle bien plus large. Les chercheurs mettent en garde contre un phénomène appelé le syndrome de Kessler. Il s'agit du scénario cauchemardesque où une collision en entraîne une autre, puis encore une autre, jusqu'à ce que l'orbite devienne une véritable galerie de tirs de morceaux de métal à grande vitesse. Une seule collision peut déclencher une réaction en chaîne incontrôlable, transformant l'orbite en un nuage de débris se déplaçant rapidement. Si cela se produisait, certaines orbites pourraient devenir trop dangereuses à utiliser. La Terre pourrait alors se retrouver pratiquement encerclée par les déchets que nous avons générés nous-mêmes, conduisant à un futur où satellites et vaisseaux spatiaux devraient naviguer autour de ces débris, un peu comme dans un jeu vidéo. Ce n'est pas pour autant catastrophique, car les savants connaissent bien le problème et travaillent à des solutions. Actuellement, on envisage des idées telles que l'emploi de filets, des missions de capture ou même de légers coups de laser pour dévier ces objets. Nettoyer notre orbite doit devenir une priorité. Nous ne voulons certes des drones, des automates et un cœur. Ce n'est pas le titre d'un nouveau dessin animé, mais bien des sujets sur lesquels Léonard de Vinci s'est penché il y a plus de 5 siècles. Aujourd'hui encore, les savants s'inspirent de ses travaux pour concevoir des technologies modernes. De Vinci avait perçu un aspect du cœur que les médecins n'ont découvert que tout récemment. Comment l'expliquer? Tout simplement parce qu'il était un génie. Nous allons nous attarder sur ses œuvres les moins connues, que vous n'avez sans doute jamais rencontrées. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de comprendre la fonction d'un élément mystérieux niché au sein du cœur humain. Il s'agit d'une fine structure musculaire évoquant tantôt une bifurcation routière, tantôt une racine d'arbre s'enfonçant profondément dans la terre. Ce réseau, nommé trabécule charnu, n'a révélé son rôle que récemment. Or, Léonard de Vinci avait déjà observé ces ramifications minuscules plus de 500 ans auparavant, et ses dessins ont incité les scientifiques à étudier cette zone en 2020. Les spécialistes ont eu recours à l'IRM, aux modèles informatiques et à des équations mathématiques pour déterminer la nature des trabécules. De Vinci, lui, les avait simplement reproduites dans ses carnets après avoir minutieusement examiné un cœur disséqué. Il y traça de fines lignes aériennes, semblables à des flocons de neige, qui représentaient ces structures. Le savant émit l'hypothèse que ce réseau servait à conserver la chaleur dans les petits vaisseaux proches du cœur battant. La seule chose qu'il n'avait pas comprise était l'ampleur de leur influence sur la santé humaine. En analysant les données de plus de 18 000 individus, les chercheurs contemporains ont découvert que la configuration des trabécules charnus influait directement sur le fonctionnement cardiaque et conditionnait le risque de maladies cardiovasculaires. Plus étonnant encore,
la forme de ces ramifications est intimement liée au code génétique de l'homme. Autrement dit, l'ADN détermine la structure de vos trabécules. Mais pourquoi cela importe-t-il? Observer les racines d'un arbre permet de mieux comprendre sa nature et sa résistance aux tempêtes. Il en va de même pour les trabécules, qui révèlent les faiblesses du cœur auxquelles il faut se préparer et aident à percer ses mécanismes intimes. Bien sûr, Léonard de Vinci n'avait ni les moyens ni la méthode pour conduire de telles recherches. Mais songez à ce qu'il adviendrait de l'humanité si des esprits semblables vivaient aujourd'hui. Serions-nous plus avancés? Sans doute, et pas uniquement dans le domaine médical, mais aussi en robotique. Car de Vinci conçut bel et bien un automate, un imposant lion mécanique. L'animal pouvait se mouvoir, redresser la tête et entr'ouvrir sa poitrine pour y dévoiler des fleurs de lys. Une invention qui ressemblait à un véritable steampunk avant l'heure, mais sans vapeur, seulement grâce à l'ingénierie et à la physique. Ce n'était pas uniquement une invention extraordinaire, mais également un emblème diplomatique, une audace novatrice de la Renaissance. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la famille Médicis, à la fois influente et redoutée. En 1494, cette dynastie fut bannie de Florence pour de multiples raisons, mais elle brûlait de reconquérir le pouvoir. Pour réussir, les Médicis avaient en besoin de rallier à leur cause la couronne française. Parmi eux se trouvait Julien de Médicis, qui sollicita Léonard de Vinci afin qu'il conçoive un présent somptueux destiné à séduire le roi François Ier et flatter sa majesté. Le génial inventeur imagina alors un lion mécanique d'une ingéniosité inédite, et un tel don provoqua une impression profonde sur les esprits du XVIe siècle. Imaginez l'effet produit 5 siècles plus tôt, tandis que l'entourage royal offrait peintures, soieries, diamants et objets précieux. Surgissait soudain un lion mécanique abritant un lys dans sa poitrine. On devine la stupeur des spectateurs devant ce prodige. Ce qui rend l'épisode plus surprenant encore, c'est que le terme même de robot n'existait pas à l'époque. Malheureusement, les dessins originaux de cette création ne nous sont pas parvenus et la machine elle-même s'est perdue. Toutefois, des fragments de son apparence subsistent dans le Codex de Madrid et dans d'autres témoignages d'artistes de la Renaissance. Certains contemporains allèrent jusqu'à prétendre que le lion pouvait rugir et avancer de lui-même sur une longue distance, affirmation qui relevait évidemment de l'exagération. Au XVIe siècle, des dispositifs semblables reposaient sur de lourds contrepoids et sur le flux de l'eau pour produire un mouvement. De Vinci, lui, recourait à de savants engrenages, comparables à ceux des horloges de son époque, à des ressorts hélicoïdaux et à d'autres mécanismes subtils. Cette œuvre raffinée rappelait un autre automate du maître, un chevalier mécanique. Pour ce dernier, il conçut un système élaboré d'articulation des bras et de rotation du torse, capable d'imiter avec justesse les gestes humains. Pour donner vie à son lion mécanique, Léonard entreprit une étude approfondie de l'anatomie de l'animal. Après de longues années passées à observer ses organes et ses articulations, il sut mettre ses connaissances à profit pour créer une pièce magistrale, véritable prototype de la robotique moderne. Tout cela se déroula bien avant l'apparition de l'intelligence artificielle, des microprocesseurs, des lasers ou d'autres technologies actuelles. En ce temps-là, de telles machines n'étaient pas conçues pour améliorer la productivité, mais pour surprendre et émerveiller les spectateurs. Peut-être aurait-il stupéfié son époque s'il avait construit une authentique machine volante. Pas seulement son prototype de deltaplane, mais l'ébauche d'un drone contemporain. Or, presque tous les drones modernes présentent un défaut récurrent que les chercheurs tentent encore de résoudre. Et Léonard en avait déjà pressenti la solution il y a plus de 5 siècles. Il dessina en effet une vis aérienne, ancêtre lointain du drone contemporain, dotée d'une seule grande hélice centrale au lieu de plusieurs rotors distincts. Or, ce concept a récemment apporté une aide précieuse aux ingénieurs. Le problème majeur des drones d'aujourd'hui demeure le vacarme qu'ils produisent. On les croise partout. Ils filment des paysages, tournent des films et des séries, espionnent des activistes, repèrent des gens en détresse dans des zones reculées, livrent des objets, arrosent les cultures et bien davantage. Mais tout cela s'accompagne d'un bruit irritant pour l'oreille humaine.
Leurs multiples hélices produisent des sons aigus et sinusoïdaux qui se répercutent sur le sol, ce qui les rend plus intenses et persistants. Les chercheurs se mirent donc en quête d'une solution à ce problème lancinant. Ils conçurent, par exemple, un métamatériau acoustique capable d'atténuer le bruit à hauteur de 94%. Ce dispositif, placé sous les ventilateurs du drone, empêche l'onde sonore de se diriger vers le sol. Bien sûr, d'autres pistes furent explorées, mais ils décidèrent également de tester un projet bien plus ancien, celui imaginé au XVe siècle par Léonard de Vinci. À titre expérimental, ils ne reconstruisirent pas le modèle exact de la machine volante originelle. En revanche, ils saisirent dans un ordinateur l'ensemble des paramètres de l'invention, puis générèrent des conditions de vol afin de simuler le fonctionnement de la vis aérienne. Et la surprise fut de taille, l'appareil virtuel réussit bel et bien à voler. Il est aisé de se représenter son fonctionnement. La vis aérienne génère un mouvement rotatif afin de produire une portance, autrement dit de s'élever. Certes, en 2025, elle apparaît comme une invention encombrante. Les drones dotés d'hélices se révèlent bien plus rapides et agiles. Toutefois, les ingénieurs souhaitaient analyser les caractéristiques du bruit aéroacoustique ainsi que la puissance mécanique de cette création, pour les comparer aux hélices actuelles. Les simulations ont révélé que la vis aérienne émettait beaucoup moins de bruit tout en fournissant une puissance mécanique supérieure. Comment l'expliquer? Grâce aux lois immuables de la physique. La surface de la vis aérienne dépasse celle des hélices modernes. Bien qu'elle tourne plus lentement, elle engendre la même force de levage, ce qui réduit la consommation énergétique. Le bruit produit par son ample surface possède une fréquence plus basse. De plus, la vis engendre des vortex d'air, accompagnés d'ondes sonores, lesquelles se dissipent rapidement à l'intérieur de ces tourbillons. Cette conception pourrait donc aider les chercheurs à résoudre le problème du bruit, qui affecte les drones modernes. Que démontre cette expérience? Que les anciennes inventions renaissent sous la forme d'idées nouvelles. Avec Léonard de Vinci, cette vérité se confirme pleinement. Selon vous, combien d'autres créations des grandes figures de la Renaissance pourraient aujourd'hui être adaptées aux technologies modernes? Il serait fascinant d'imaginer une entreprise de haute technologie consacrée à concrétiser les projets contenus dans les dessins du maître. Quelle invention rêveriez-vous de voir un jour réalisée? Certains lieux ne semblent pas importants jusqu'à ce que le monde réalise qu'ils détiennent les clés de l'avenir. C'est le cas de l'Arctique canadien. Pendant la majeure partie de l'histoire, il n'y avait là que de la glace, de la neige, des rochers, des caribous et encore plus de glace. Mais maintenant, la région est sur le point de devenir l'une des plus importantes de la planète et pourrait faire du Canada une superpuissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'elle recèle de minéraux dont on a besoin pour les véhicules électriques, les satellites et les systèmes de missiles, et la demande explose. Il ne s'agit toutefois pas simplement d'extraction et de ressources. Il s'agit aussi de contrôle. Actuellement, la Chine a une avance considérable car elle raffine plus de 90% des terres rares mondiales. Cela signifie que si vous voulez lancer un satellite, fabriquer des appareils électroniques avancés ou même simplement maintenir l'éclairage de votre maison intelligente, il y a de fortes chances que vous dépendiez de la Chine. Et cela rend la plupart des grandes puissances mondiales très nerveuses. Parce que au moment où tout devient électrique, personne ne veut dépendre de son principal rival géopolitique. Ainsi, la course internationale aux technologies propres a officiellement démarré. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie, tous sont en compétition. Cependant, les dernières technologies et un potentiel inexploité pourraient donner au Canada un bel avantage. Le Canada possède ces minéraux depuis des décennies, mais en raison des prix bas, du terrain difficile et de l'absence d'une véritable ruée mondiale, personne n'y a encore vraiment touché. Cependant, Ottawa s'est enfin décidé à passer à l'action. En 2022, le Canada a lancé sa stratégie sur les minéraux critiques, avec des milliards en financement et des avantages fiscaux pour inciter les entreprises à aller creuser. Il projette également de construire les routes, les ports et les lignes électriques nécessaires pour accéder à ces gisements reculés du Grand Nord. Le Canada produit déjà plus de 60 minéraux et métaux, mais 31 d'entre eux sont désormais considérés comme critiques. 6 d'entre eux reçoivent un traitement de faveur. Le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt, le cuivre et les terres rares. Mais déterrer ces trésors n'est que la première étape. Le vrai plan? Garder tout ça sur place, transformer ces richesses glacées en batteries flambant neuves sur les lieux mêmes de l'extraction. Cela signifie qu'ils construiront non seulement des mines, mais aussi des raffineries, des centres de traitement et des usines de haute technologie, dans un lieu où il n'y avait jusque-là que des congères et du silence. Alors que d'autres en discutent encore,
le Canada s'affaire à bâtir des routes et à tendre des lignes électriques. Lentement mais sûrement, il transforme les champs de neige en des terrains de jeu high-tech. Accéder à tous ces trésors enfouis était autrefois presque impossible. Après tout, nous parlons de terres reculées où aucune voie n'a jamais abouché. Le sol est gelé en profondeur pendant la majeure partie de l'année. Et même si vous trouviez quelque chose de précieux, le transporteur était un véritable cauchemar logistique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Le Canada a un atout dans sa manche, l'IA. Je ne sais pas ce que vous en faites, mais moi, je l'utilise principalement pour créer des mèmes et de la musique. Et les géologues, ils scannent l'Arctique au rayon X comme si c'était Minecraft. Au lieu de forer à l'aveugle, ils utilisent des échantillons de carottes datant de plusieurs décennies, les analysent avec l'IA et obtiennent des prévisions étonnamment précises sur ce qui se trouve sous la surface. C'est comme passer d'une carte au trésor de vieux pirates à un GPS qui vous indique où creuser exactement. Des entreprises comme Geologica AI et Cobalt Metals sont déjà au travail. Elles intègrent ces données dans l'IA afin d'obtenir la localisation précise du nickel, du cobalt et des terres rares. Dans les territoires du Nord-Ouest, le Canada dirige un laboratoire pilote qui utilise l'IA et la numérisation pour réanalyser des échantillons de roches datant de plusieurs décennies. L'objectif est de repérer des gisements minéraux cachés que les méthodes anciennes auraient pu manquer. Et ce sans creuser un seul nouveau trou. Tout cela a l'air plutôt génial, mais j'ai peut-être présenté les choses de manière un peu trop simplette. Creuser dans l'Arctique est une immense galère logistique. Pour commencer, il ne s'agit pas seulement d'un coin reculé. L'Arctique canadien est immense. Il représente presque la moitié du pays, s'étendant sur le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Nous parlons d'une région plus grande que l'Inde, mais avec moins d'habitants qu'une petite ville. La plus grande partie est constituée de pergélisols, de terres sauvages et d'îles complètement glacées disséminées à travers tout l'archipel. Les températures vont de 10 degrés seulement en été à moins 40 ou même moins, avec un sol qui reste gelé presque toute l'année. Fait amusant. Saviez-vous que moins 40 degrés Celsius est l'équivalent de moins 40 degrés Fahrenheit? C'est la seule température où les deux systèmes se croisent. Ils possèdent chacun leur rythme et ne se rencontrent que quand il fait suffisamment froid. Voilà, c'était pour les passionnés de la météo, dont je fais partie. On ne peut donc pas simplement débarquer en camion et commencer les travaux en Arctique. Là-bas, les routes s'arrêtent. Vous voulez construire quelque chose? Cela vous prendra des années, et un hiver rigoureux peut tout mettre en suspens. Et si vous voulez continuer vers le nord, il vous faudra plus de tout. Encore plus de nourriture, plus de carburant, plus de machines, ce qui signifie encore plus d'argent. Et à propos d'argent, un autre fait glaçant est le coût d'une telle opération. L'exploitation minière dans l'extrême nord est bien plus chère qu'en Australie ou au Chili par exemple. Une IA pourra vous indiquer où se trouvent les minéraux, mais il faut encore que des gens et de grosses machines aillent creuser. Et cela coûte une fortune. Et ce n'est pas tout. La majeure partie du nord canadien est un territoire autochtone. Les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis y vivent depuis des milliers d'années. Et les zones riches en minéraux se trouvent souvent directement sur leurs terres ancestrales. Donc, lorsque le Canada parle de débloquer l'Arctique, il ne s'agit pas seulement de routes et de robots. C'est aussi une question de partenariat et de collaboration. Les autorités ne peuvent pas simplement faire ce qu'elles veulent. Légalement, ces projets nécessitent la consultation et le consentement des peuples autochtones. La bonne nouvelle. Certaines communautés ne se contentent pas de collaborer, elles ouvrent sur la voie. Dans des régions comme le Nunavut et les territoires du Nord-Ouest, des sociétés autochtones et des puissances mondiales façonnent déjà le développement. Si le Canada veut réussir, il aura besoin de bien plus que d'une technologie de pointe et de gros investissements. Il lui faudra aussi la confiance. Donc, avec tout cela à l'esprit, le Canada peut-il y parvenir? Honnêtement, avec les avancées technologiques et les partenariats, cela ne semble pas impossible. Car le Canada ne se contente pas de faire telle ou telle chose très bien. Il assure sur tous les tableaux en même temps. Résumons. Ressources cachées? Oui. Nouvelle stratégie? En place. Gros financement? Approuvé. Outils d'IA? Déployés? Partenariat avec les autochtones? En cours? Infrastructure? Déjà en chantier. C'est une boule de neige qui se transforme en avalanche. L'exploration stimule l'investissement. L'investissement accélère les routes. Les routes ouvrent plus de gisements. Plus de gisements attirent plus d'usines. C'est un cercle vertueux, et s'il continue à l'alimenter, toute l'opération dans l'Arctique pourrait passer d'une simple idée à un véritable empire en un temps record. L'expression actif gelé prendra alors un tout nouveau sens.
Mais cela ne profite pas seulement au Canada. Cela pourrait également épargner aux États-Unis de nombreux problèmes. Si tout se déroule comme prévu, les États-Unis n'auront pas besoin de commander des terres rares à l'autre bout de la planète. Ils pourront simplement regarder vers le nord, saluer les caribous et obtenir ce dont ils ont besoin de leur voisin le plus proche. C'est pourquoi les États-Unis soutiennent publiquement cet effort, avec un appui logistique et des financements permettant de construire une chaîne d'approvisionnement nord-américaine de confiance. Pour le Canada, cela pourrait être l'occasion de passer de simples fournisseurs de matières premières au statut d'acteurs de premier plan dans l'économie des technologies propres. Pour les États-Unis, c'est un peu comme s'ils découvraient que leur voisin a secrètement construit une usine de batterie dans son arrière-cour au moment où il cherche justement à construire des véhicules électriques. Et globalement, l'abondance de ressources tend à faire baisser les prix. Et c'est toujours une bonne chose pour nous autres gens ordinaires. Du cobalt, du nickel et du lithium moins cher signifie des batteries moins chères. Et des batteries moins chères signifient des véhicules électriques, des systèmes de stockage d'énergie, des téléphones, des ordinateurs portables, tout ça plus abordable. Maintenant, ne vous emballez pas trop vite. Comme nous l'avons dit, l'exploitation minière dans l'Arctique n'est pas bon marché. Mais en théorie, une fois que le moteur de la technologie propre du Canada sera pleinement opérationnel, une offre plus importante et des chaînes d'approvisionnement plus courtes devraient progressivement réduire les coûts. Et ce n'est pas seulement une question de prix, il s'agit aussi de stabilité. Actuellement, si un pays réduit ses exportations ou est pris... En 1969, deux frères sont allés pêcher sur la rivière Altamaha, dans la région de Clarks Bluff. Ils ont lancé leur canne à pêche, prêts à attendre que des poissons mordent à leur appât. Mais à ce moment-là, ils ont vu quelque chose d'étrange. Au début, ils ont pensé que c'était un esturgeon. Mais ensuite, ils ont vu que la longueur de cet esturgeon était d'environ 4 mètres, presque aussi grand que 2 basketteurs. Bien sûr, une telle taille n'effrayait pas les frères, car certaines espèces d'esturgeons peuvent atteindre une longueur de 7 mètres, soit environ 3 basketteurs et demi. Autre chose les a surpris. Le visage de cette créature ressemblait à celui d'un alligator. La queue était horizontale. Elle avait une crête triangulaire le long de son corps supérieur, et des dents pointues de couleur métallique dépassèrent de sa bouche. Une créature qui ressemblait à un dinosaure était un phénomène assez inhabituel pour l'époque où Steven Spielberg était un jeune réalisateur prometteur et ne songeait même pas à créer Jurassic Park. Ainsi, ce jour-là en 1969, deux frères ont vu quelque chose d'insaisissable, comme Bigfoot ou le monstre du Loch Ness. Ils ont vu une créature qui faisait l'objet d'histoires depuis des siècles, une créature que l'on recherche encore aujourd'hui. Ils ont rencontré Altamaha. C'est un monstre célèbre dans des cercles restreints, qui vit près de l'embouchure de la rivière Altamaha, dans le sud-est de la Géorgie. Les membres de la tribu Lower Muskogee Creek en parlaient bien avant la colonisation britannique. Dans les temps anciens, il y avait des légendes sur un lézard semblable à un serpent qui mugissait et sifflait. Alors, ce monstre a déjà été insaisissable pendant plusieurs siècles. Mais savez-vous ce qui distingue l'Altamaha de Nessie, du Chupacabra et d'autres? Oui, il n'y a pas de photos ou de vidéos de mauvaise qualité de l'Altamaha, mais il y a une énorme quantité de preuves provenant de différentes époques. Pour les locaux, l'Altamaha est si réel qu'un artiste a créé une statue détaillée de cette bête de rivière. Bien sûr, ce n'est pas exact, car c'est basé sur des témoignages oculaires. Mais vous conviendrez probablement qu'il serait effrayant de voir un tel animal mignon au milieu de la rivière en train de pêcher. Presque toutes les histoires parlent d'une créature sans membres postérieurs, mais avec des nageoires avant, qui nage comme un dauphin, a un visage de crocodile, de grands yeux et de grandes dents pointues. Elle est grise ou verte avec un ventre blanc jaunâtre et une crête osseuse sur la tête. Et, chose la plus intéressante, des gens ont vu cette créature sous différentes tailles. Bien sûr, quand vous voyez une chose inconnue ressemblant à un dinosaure, vous pouvez exagérer sa taille, ou l'estimer incorrectement, ce qui explique la différence dans les déclarations. Mais il y a aussi une probabilité que la Géorgie abrite une grande famille d'Altamaha. L'un des premiers à voir cette créature et à en faire un rapport à un journal local était le capitaine Delano. Sur sa goélette Eagle, il naviguait près de l'île St. Simons, en dessous de l'embouchure de la rivière Altamaha, lorsqu'il vit une créature d'environ 20 mètres de long, soit presque 2 fois la taille d'un bus scolaire. Son corps était comme un baril, et sa tête ressemblait à celle d'un alligator. Il est possible que le capitaine ait largement exagéré la taille du monstre en raison de l'excitation,
Mais plusieurs autres personnes qui se trouvaient avec lui dans le bateau ont confirmé ses dires. À partir de ce moment, les rapports sur le monstre de la rivière ont commencé à apparaître plus souvent. Quelqu'un l'a vu scintiller le long de la rivière, d'autres ont vu comment il se comportait de manière défensive envers les gens, et certains ont rapporté que l'Altamaha se prélassait simplement au soleil. Imaginez juste son mécontentement. Non seulement les pêcheurs ont rencontré Altamaha. Dans les années 20 du siècle dernier, des bûcherons traversèrent la rivière et ont vu un énorme monstre semblable à un serpent. En 1935, un groupe de chasseurs a vu une créature qu'ils ont appelée un serpent géant. Dans les années 1940, des scouts ont rencontré une créature similaire. Et dans les années 1950, 2 employés de la prison d'État de Reidsville l'ont vu. Pendant tant d'années, les gens l'ont rencontré, et personne n'a jamais réussi à attraper le monstre. Peut-être est-il plus intelligent qu'il n'en a l'air, et toujours très prudent. Peut-être que les gens ont peur de le toucher. Peut-être le considèrent-ils comme un trésor national et le protègent. Mais un jour, il y eut un cas où l'Altamaha faillit tomber dans un piège. Durant l'été 1980, 2 hommes ont vu un monstre se vautrer sur une rive boueuse. Il semblait coincé et essayait de s'en sortir. Les témoins ont déclaré que la créature à la peau rugueuse et sombre avait finalement quitté la rive, plongé dans l'eau et disparu. Plus tard cette année-là, un autre homme a dit avoir vu quelque chose de similaire. Une créature ressemblant à un serpent, de grande taille, avec 2 bosses brunes émergeant de l'eau. Elle a plongé dans l'eau et a agité la surface comme un bateau en mouvement. D'autres témoins attrapant des crabes ont décrit Altamaha comme la plus grande anguille du monde. D'accord, arrêtez. Beaucoup l'ont vu au siècle dernier, mais qu'en est-il des nouvelles plus récentes? Le monstre est-il encore vivant? Oh oui. En 2002, un homme remontait une rivière près de la ville de Brunswick en tractant un bateau quand il remarqua quelque chose de grand, 6 mètres de long et environ 2 mètres de large, émergeant de l'eau. En 2010, un photographe a capturé quelque chose d'étrange sur son appareil photo, flottant le long d'un canal dans la ville de Darien. Et ces cas ne sont que ceux dont nous sommes au courant. Sûrement, de nombreuses personnes ont vu cette chose, mais n'en ont pas parlé dans les journaux ou sur Internet. Si vous ne croyez pas ces histoires, vous pouvez aller à Darien, monter sur un bateau et naviguer le long du fleuve pour voir ce monstre de vos propres yeux. Oui, selon les rapports, cette créature essaie toujours d'éviter les gens. Elle est très prudente, mais tout de même, vous ne devriez pas vous approcher trop près de ce lézard d'eau 2 fois plus grand qu'un autobus scolaire. Si vous ne voyez rien, alors rendez-vous au musée de Darien pour prendre une photo de la statue d'Altamaha. Il y a également des souvenirs à l'effigie de ce monstre. Mais supposons que vous, ou quelqu'un d'autre, ayez réussi non seulement à prendre une photo nette de l'Altamaha, mais aussi à l'attraper. Quelle est la prochaine étape? Que direz-vous au monde? Et comment celui-ci réagira-t-il? Que deviendra le pauvre animal entouré de millions de flashs des caméras des journalistes? Les gens en feront-ils un spectacle ou l'enverront-ils à un laboratoire? Heureusement, en 2001, les scientifiques ont déjà élaboré un plan d'action. Ce plan a été élaboré par l'Agence écossaise de la nature, Nature Scott, car il s'inquiétait au sujet du monstre du Loch Ness. À un moment donné, il est devenu trop populaire, et trop de personnes ont essayé de l'attraper, ce qui a poussé l'agence à se préoccuper de sauver la vie de la célèbre créature. Ils ont présenté le plan de contingence pour Nessie, qui peut également être utilisé pour tout animal inconnu vivant dans l'eau ou sur Terre. Selon le plan, si le lézard antique est capturé, les scientifiques devraient prélever un échantillon de son ADN et, simplement, le relâcher dans la nature. D'accord. L'animal bénéficiera de la même protection légale que les autres espèces sauvages en Écosse. Toutes les tentatives pour l'attraper seront interdites. Mais imaginons que c'est exactement ce qui se passe. Des scientifiques reçoivent un échantillon d'ADN de l'Altamaha, du monstre du Loch Ness ou d'autres créatures similaires. Qu'est-ce que cela pourrait être? Certains descendants anciens de dinosaures? Par exemple, le plésiosaure ressemble à un parent éloigné de ces monstres. Il est immense et possède un long cou et une bouche garnie de dents. Et si celui-ci avait réussi à survivre et à atteindre la rivière Altamaha? Ou cela pourrait être une espèce totalement nouvelle et inconnue qui vit dans les eaux douces profondes. Certaines personnes qui ont vu l'Altamaha ont dit qu'il produisait un sifflement. Et si c'était une sorte de python ou d'anaconda ancien qui aurait évolué de la terre à l'eau et développé des nageoires? En tout cas, on ne peut pas exclure qu'il s'agisse d'une sorte d'anguille ou d'esturgeon. Un jour, quelqu'un l'a vu, a été impressionné et l'a raconté à d'autres avec beaucoup d'exagération. Tout le monde l'a cru et a commencé à diffuser l'histoire. Qu'en pensez-vous?
Vous tapez « Mystère de la falaise de Tonga » sur Google, et voilà ce qui s'affiche, un rocher. Rien d'extraordinaire, du moins à première vue. Mais la situation prend une tournure étrange, lorsque l'on comprend qu'il s'agit d'un bloc haut comme un immeuble de 2 étages, perché au sommet d'une falaise de 36 mètres, à Tonga. Il repose ainsi, imperturbable, à 39 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors, comment diable a-t-il atterri là? Commençons par une présentation digne de ce nom. Voici Makalai, un nom qui signifie « grosse pierre » en langue tongienne, une appellation des plus pertinentes, puisque ce colosse atteint 6,7 mètres de hauteur, soit davantage qu'une girafe dressée sur la pointe des pieds. Quant à sa masse, elle dépasse 1300 tonnes, ce qui équivaut au poids de près de 325 éléphants rassemblés sur une même balance. Compte tenu de cette démesure, il n'est guère surprenant que les habitants l'aient baptisé Makalai. Mais à présent, nous pourrions aussi le désigner comme le gigantesque rocher du tsunami. Et pour en comprendre la raison, laissez-moi vous conter son histoire à Tonga. En 2024, des scientifiques de l'école de l'environnement de l'Université du Queensland menèrent des recherches sur la côte sud de l'île de Tongatapu. Au cours de leur mission, ils ont échangé avec des agriculteurs locaux qui leur ont parlé d'un rocher immense et inhabituel, perché sur une falaise. Et leur étonnement fut sincère. Comment un tel mastodonte avait-il pu se retrouver si loin à l'intérieur des terres, à quelques 200 mètres du bord de la falaise? De surcroît, le bloc était recouvert de végétation et cerné par la broussaille, signe manifeste de sa présence prolongée en ces lieux. C'est alors qu'une question capitale s'est imposée à eux. Mais d'où provenait ce rocher? Pour élucider ce mystère, l'équipe élabora un modèle en 3 dimensions du bloc et entreprit d'explorer le littoral. Après un examen rigoureux, ils identifièrent enfin le site d'origine possible. Un pan de falaise situé à plus de 27 mètres au-dessus du niveau de la mer. Très bien, la source a été identifiée, mais prenons un instant pour faire le point. La roche provenait à l'origine d'un emplacement situé à environ 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle se retrouve à présent à 39 mètres d'altitude. Cela représente un sacré écart. Certes, ce n'est pas comparable à l'ascension de l'Everest, mais tout de même, nous parlons ici d'un rocher. Il ne s'est pas équipé de cordes pour grimper là-haut tout seul. Ce qui nous ramène à cette question, comment un tel bloc a-t-il pu se retrouver là-haut? Selon toute vraisemblance, il aurait été déplacé par un tsunami. En effet, ce rocher pourrait constituer une preuve tangible et ancienne d'un pareil événement. Nous parlons ici de Tonga, un état insulaire de la Polynésie, situé en Océanie. Il est formé d'environ 170 îles, dont une trentaine seulement sont habitées. L'ensemble du territoire se divise en 3 principaux groupes insulaires, les archipels de Vava'u, Ha'apai et Tongatapu. Toute cette région repose précisément à l'intersection de 2 plaques tectoniques majeures, la plaque indo-australienne à l'ouest et la plaque pacifique à l'est. Elle s'inscrit dans la ceinture de feu du Pacifique, une vaste zone en forme de fer à cheval qui encercle le bassin océanique. Et s'il est une chose certaine à propos de cette région, c'est qu'elle fourmille d'une activité géologique intense. Des séismes et des éruptions volcaniques s'y produisent régulièrement, et ces phénomènes peuvent, sans aucun doute, engendrer des tsunamis dévastateurs. Tonga ne fait pas exception. D'après la docteure Annie Lowe, géomorphologue du littoral ayant participé à l'étude, l'archipel est coutumier de ces événements en raison de cette instabilité géologique. Prenons le tsunami qui a frappé le pays au début de l'année 2022. Ce désastre a généré des vagues atteignant jusqu'à 20 mètres de haut, l'eau pénétrant presque 1 kilomètre à l'intérieur des terres. L'événement fut d'une telle violence qu'il provoqua la mort d'au moins 6 personnes. Il avait été déclenché par une éruption volcanique. Ainsi, les tsunamis sont monnaie courante à Tonga en raison de l'activité magmatique et tectonique incessante sous la croûte terrestre. Et c'est très probablement une vague colossale et d'une rare puissance qui a projeté Makalai jusqu'au sommet de cette falaise. D'après l'étude, cet événement se serait produit il y a environ 7000 ans, soit bien avant l'arrivée des premiers habitants de Tonga, laquelle est estimée à environ 3000 ans. Fait remarquable, cette datation coïncide avec des traces d'un tsunami majeur ayant frappé l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, située à quelques 2000 km au sud-ouest de Tonga. Les chercheurs tenaient leur hypothèse. Il leur fallait désormais la tester par des calculs concrets.
Ils ont donc mesuré les dimensions et la masse du bloc, puis utilisé ces données pour estimer l'ampleur de la vague nécessaire à déplacer un rocher d'un tel poids, aussi loin dans les terres. Leurs résultats indiquent que le rocher se trouvait sans doute à l'origine au bord d'une falaise, avant d'être repoussé vers l'intérieur par un tsunami. La vague aurait duré environ 90 secondes et atteint 50 mètres de haut, soit presque la hauteur des chutes du Niagara. Pour mettre cela en perspective, c'est nettement plus élevé que les vagues enregistrées lors du tsunami de 2004 dans l'océan Indien ou lors de celui de Tohoku en 2011. Or, ces deux catastrophes avaient pour origine des séismes. Et les vagues générées par des tremblements de terre ne dépassent que rarement les quelques mètres. Dans le cas de Makalai, il est donc peu probable qu'un tremblement de terre en soit directement responsable. La théorie privilégiée évoque un tsunami provoqué par un glissement de terrain. L'hypothèse est que le séisme initial aurait non seulement inondé l'île, mais aussi déclenché un effondrement massif du relief. Lorsqu'une masse imposante de matière s'effondre brusquement dans l'océan, ou qu'un déplacement soudain se produit sous la surface, cela peut engendrer un tsunami déclenché par un glissement de terrain. Et ce glissement, à son tour, aurait pu provoquer une seconde vague, suffisamment puissante pour hisser Makalai jusqu'à son emplacement actuel. Bien que la science ait sans doute fourni une explication plausible quant à la présence du rocher dans cet endroit improbable, il est fort probable que les populations locales continueront à transmettre les légendes traditionnelles associées à ce type de formation. Selon la mythologie polynésienne, les rochers côtiers tels que Makalai auraient été placés là par le légendaire héros Maui. Dans certains récits, celui-ci se servait d'un rocher géant et d'une corde magique tressée avec les cheveux de la déesse Ina pour ralentir le soleil. Une autre légende, dite de Maui lançant des pierres, évoque 8 blocs de calcaire corallien situés dans le village de Aveluliku, sur l'île de Tongatapu. Le mythe raconte que ces énormes pierres auraient été lancées à Aveluliku par Maui depuis l'île voisine de Oa. D'après l'histoire, Maui était excédé par un coq qui le réveillait chaque matin. Il ramassa donc des pierres et les jeta sur l'animal. C'est ainsi que les rochers de Oa auraient atterri à Tongatapu. Voici ce qui rend l'histoire intrigante. En tongien, l'expression « poulet blanc » désigne également les vagues écumeuses. Ainsi, certains pensent que ce mythe serait la métaphore d'un tsunami. Même si Makalai n'y est pas mentionné, ces récits illustrent l'importance symbolique de tels rochers pour les populations locales. Il apparaît donc que cette preuve archéologique revêt une double importance, culturelle et scientifique. Les études récentes proposent donc des hypothèses fascinantes sur la manière dont le rocher aurait été déplacé aussi loin et aussi haut. Toutefois, les chercheurs doivent encore identifier une cicatrice d'éboulement pour valider pleinement leur thèse et élucider le mystère de la falaise de Tonga. Des recherches complémentaires sont indispensables, car elles permettront de mieux comprendre les déclencheurs de tels phénomènes et leurs fréquences potentielles. Et qui sait? Peut-être découvrirons-nous un jour d'autres blocs géants déplacés par des tsunamis, chacun porteur d'un récit venu des profondeurs. En Colombie, des gens ont vu un petit objet rond flotter dans le ciel, puis tomber par terre. Ils l'ont filmé et ensuite ramassé. Il s'agissait d'une étrange sphère métallique. Il n'y avait ni turbine, ni hélice dessus. Des choses courantes pour les drones. De plus, selon les témoins, la sphère était froide une fois tombée au sol. Elle ne pesait que 2 kg, soit 2 fois moins qu'une boule de bowling. Mais le plus curieux, c'était ce qui était inscrit dessus. Des symboles inconnus similaires à des runes et aux écrits des anciennes civilisations, comme ceux de Mésopotamie. Avec l'aide de l'IA, un chercheur a réussi à déchiffrer l'inscription mystérieuse, et voici ce qu'elle disait. L'origine de la naissance par union et énergie dans le cycle de transformation, point de rencontre de l'unité, de l'expansion et de la conscience individuelle. Quoi? C'est vraiment super philosophique et même ésotérique. Qu'en pensez-vous? Bien, l'inscription est plus ou moins claire. Mais qu'en est-il de la composition de la sphère? Quelle est son origine? Sa conception diffère des méthodes de production standard. Elle ne possède ni soudure, ni joint. En utilisant des rayons X, les scientifiques ont toutefois pu voir à l'intérieur. Et il s'est avéré qu'elle était constituée de 3 couches.
et contenait entre 9 et 18 microsphères, ceci selon différentes sources. Toutes se trouvaient autour d'un noyau. Évidemment, beaucoup de gens ont commencé à affirmer qu'il s'agissait d'une sorte de technologie inconnue provenant d'une autre planète. Comment cette chose flottait-elle ainsi et pourquoi était-elle si froide? Un mystère. Mais s'il s'agissait réellement d'un objet venu de l'espace, alors le monde entier en parlerait déjà. Cette sphère avait tout d'un objet d'art ou de quelque chose de ce genre. Et puis le fait qu'elle lévitait et aussi ce message chiffré, tout cela ressemblait de très près à une performance. C'est d'ailleurs l'avis de la plupart des internautes. Quel serait, selon vous, le but de ce projet? Peut-être que l'artiste voulait démontrer à quel point il est facile de faire croire des choses extraordinaires aux gens. Autre hypothèse. Si vous lisez attentivement les mots déchiffrés, vous pouvez les comprendre comme un message philosophique nous encourageant à cesser de détruire la planète et affirmant que le progrès et la nature doivent s'unir. Mais comment faisait-elle pour voler? Peut-être que l'artiste ou quelqu'un d'autre a dessiné une sphère volante sur un ordinateur et l'a ajoutée à la vidéo enregistrée, puis l'a lancée par terre. Pour être honnête, cette sphère colombienne n'est pas aussi fascinante que ces billes que l'on a trouvées dans une roche vieille de 3 milliards d'années. Cela s'est produit en Afrique du Sud dans les années 80. Des sphères mystérieuses similaires à de petites balles de cricket et qu'on appelle des sphères de Klerksdorp. Elles ont une surface lisse parcourue de minuscules lignes gravées. Elles ressemblent à des objets créés par un homme des cavernes. Le seul hic, c'est qu'il y a 3 milliards d'années, il n'y avait pas d'humains. Il n'y avait même pas de dinosaures. Alors, qui ou quoi a créé ces choses? De nombreux pseudo-scientifiques affirment que ces sphères ont été fabriquées par des civilisations extraterrestres. Un employé du musée où elles étaient conservées a même déclaré qu'elles tournaient toutes seules. Comment cela est-il possible? Une analyse approfondie a révélé la vérité. La réponse est simple. C'est la nature qui a créé ces billes. On appelle cela des concrétions, et on en trouve un peu partout dans le monde. Ces petites sphères sont composées de divers minéraux et de roches. Mais comment la nature les crée-t-elle? Il y a un grain de sable à l'intérieur de la pierre. Pendant des millions et des milliards d'années, de l'eau contenant des minéraux enveloppe ce grain par couche. Et peu à peu, une petite boule se forme. Ces lignes sont les traces de la pierre à l'intérieur de laquelle la sphère a grandi. Mais tournait-elle vraiment dans le musée? Là aussi, la réponse est simple. Les objets ronds se meuvent à la moindre poussée. Non loin de l'endroit où se trouve le musée, des ouvriers extrayant de l'or. Leur travail faisait probablement trembler la terre de manière imperceptible, et ce tremblement faisait bouger les sphères. Donc, rien d'étrange ici. Mais imaginez si ces sphères non seulement se déplaçaient, mais émettaient également un bruit étrange. Heureusement, il n'y avait rien de tel dans ce musée. Mais quelque chose de similaire s'est produit à Jacksonville. Une grande sphère métallique, de la taille d'une boule de bowling, est devenue l'un des objets les plus célèbres du monde, lorsque la famille Betts l'a découverte dans la forêt de Fort George Island en 1974. Jerry, Antoine et leur fils de 21 ans Terry se promenaient dans les bois autour de leur propriété privée lorsque Terry est tombé sur une mystérieuse sphère en métal. Il s'est dit que ça lui ferait un souvenir, alors il l'a emportée. L'étrange artefact est ensuite resté dans la maison comme un simple objet de décoration. Personne n'y prêtait plus attention, jusqu'au moment où Terry a commencé à jouer de la guitare. Alors, la sphère s'est mise à rouler toute seule. Ou pas, vous le découvrirez plus tard. Elle a changé de direction, puis s'est arrêtée, et ensuite, elle s'est mise à vibrer et à produire un son aigu qui a fait gémir les chiens de la maison. Les membres de la famille se sont dit qu'il s'agissait de quelque chose de très bizarre. L'une des premières personnes à qui la famille Betts a raconté cette histoire était un animateur de radio passionné de mystère. Il convient de noter que dans les années 70, le sujet des civilisations extraterrestres était très populaire. Ainsi, la sphère de Betts est rapidement devenue très célèbre. L'animateur de radio a confirmé qu'elle se comportait de manière très étrange. Cela a ensuite été confirmé par une autre personne. Après ça, la famille a commencé à inviter des journalistes chez elle. La légende de la sphère de Betts s'est répandue partout à Jacksonville et, bientôt, à travers le pays entier. Les journaux parlaient de l'origine extraterrestre de la sphère. Les journalistes interviewaient les membres de la famille. Les gens étaient absolument passionnés par toute cette histoire. Bien sûr, les autorités du pays ont elles aussi fini par en entendre parler.
la marine américaine a décidé d'examiner de près la sphère de Betz pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une technologie leur appartenant. Il pouvait en effet s'agir d'une invention secrète tombée accidentellement d'un avion et qui avait fini entre les mains de cette famille. Heureusement, cette théorie s'est avérée fausse. Ils ont analysé la sphère et découvert qu'elle était faite en acier inoxydable. Mais ils n'ont pas réussi à identifier son créateur. Cependant, ils avaient une certitude. Elle avait été fabriquée sur Terre. C'est un petit éclat sur sa surface autrement lisse qui avait causé son mouvement erratique et apparemment autonome. Dans un objet parfaitement équilibré, même un minuscule défaut peut provoquer un tel mouvement. En outre, la maison était construite de manière inégale. Le moindre contact faisait bouger la sphère dans un sens et dans l'autre. La marine américaine a rapidement révélé l'origine réelle de cet objet mystérieux. C'était une grosse bille qui servait de valve dans le système de tuyauterie d'une usine chimique. Quelque temps plus tard, on a entendu dire qu'une autre sphère similaire avait été trouvée, et il s'est avéré qu'elle faisait partie d'une valve utilisée dans une papeterie. Au fil du temps, d'autres détails ont fait surface. Un artiste du Nouveau-Mexique collectait divers types de ferraille pour créer des sculptures. Il a raconté aux journalistes qu'il avait, en 1971, chargé une vanne à billes sur le toit de son bus avant de traverser la région de Jacksonville. Quelques billes étaient tombées. Peut-être que l'une d'elles avait roulé dans les bois, là où l'avait trouvé Terry Betz. Voilà toute l'histoire. Pas de magie, ni de technologie extraterrestre. Mais malgré ces révélations, la sphère de Betz restait très célèbre. Le téléphone de la famille sonnait 24 heures sur 24. Des journalistes venaient sur leur propriété pour voir l'étrange objet. Bien sûr, les Betz se sont vite fatigués d'une telle popularité. Répéter sans cesse aux reporters les mêmes choses à propos de cette sphère commençait à être pénible. Alors, un jour, ils ont tout simplement décidé d'arrêter d'en parler. Lors d'une interview, Jerry Betz a déclaré que toute cette publicité les avait rendus très anxieux. Il ne voulait plus être mêlé aux enquêtes liées à cette sphère, et son origine n'a jamais pu être démontrée. Mais, ainsi que vous venez de l'entendre, plusieurs théories assez convaincantes avaient été avancées. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « une croix marque l'endroit », empruntée aux récits de pirates et aux aventures peuplées de cartes au trésor. Même si ces légendes ne sont plus en vogue, elles continuent d'inspirer nombre de passionnés d'antiquité qui arpentent de chaque jour champs et collines. L'un d'eux, sans carte ornée d'un X, vit son détecteur de métaux émettre un signal. Un jour d'avril 2025, baigné de soleil. Il venait de découvrir l'un des plus vastes dépôts monétaires jamais exhumés. Alors, de quel type de trésor s'agit-il exactement? Et en quoi sa découverte revêt-elle un caractère aussi exceptionnel? C'est un passionné roumain, Marius Manjac, qui en est à l'origine. Selon ses dires, il cherchait simplement une bonne raison de prendre l'air et de faire un peu d'exercice. Lors d'une de ses balades avec son détecteur de métaux, à environ 50 km au sud-ouest de Bucarest, son appareil a capté un signal. En creusant à cet endroit, il découvrit plusieurs pièces d'argent enfouies peu profondément. Bien qu'oxydées, elles semblaient en excellent état. Ce type de corrosion se produit lorsque le métal réagit à l'humidité ou à l'air sur une longue période, altérant son aspect, de la même manière qu'une pomme tranchée se ternit après un long contact avec l'air. La pile de pièces ne tarda pas à croître de manière impressionnante. Il devint évident qu'elles étaient entassées dans un récipient en céramique. Le décompte final atteignit près de 1500 deniers d'argent, probablement enfouis il y a près de 1700 ans. Toutefois, ces pièces remontent au règne, allant de Néron à Marc Aurèle, couvrant plus d'un siècle d'existence de l'Empire romain, ce qui leur confère une ancienneté proche de 2 millénaires. La diversité des effigies impériales suggère une fortune accumulée sur une longue durée. Le système monétaire romain comportait une variété de monnaies, si bien que l'exclusivité des deniers d'argent dans cette cache intrigue. Cela reviendrait à enterrer l'équivalent de 15 000 € en espèces, mais uniquement en coupures de 10. Ce détail pourrait indiquer que le propriétaire était un marchand ayant dissimulé ses profits durant une période incertaine. Il pourrait aussi s'agir tout simplement de l'épargne patiemment constituée sur une vie entière. Selon les empereurs et les périodes, la valeur du denier variait fortement. Ainsi, 1500 deniers pouvaient représenter une retraite confortable, ou s'avérer bien insuffisant. Au 1er siècle, un denier d'argent permettait d'acheter 12 miches de pain. Avec 5, on pouvait acquérir une amphore pleine de vin.
Ce récipient en céramique, muni de 2 anses, servait à stocker et transporter du vin, de l'huile ou du grain. Il semblerait que ce soit précisément ce type de contenant qui abritait le trésor mis au jour. Les amphores romaines existaient en de nombreuses formes, mais furent progressivement standardisées comme unité de mesure, équivalent approximativement à 26 litres de liquide. Le lieu précis où le vase fut enfoui ne montre aucun signe de perturbation, ce qui laisse penser que le trésor a pu demeurer caché pendant tout ce temps. Pourtant, l'amphore était déjà fracturée lorsqu'elle fut découverte. Pourquoi aurait-elle été brisée, et qu'est-ce que cela signifie? Même si la cause exacte de cette fracture reste incertaine, les archéologues avancent l'hypothèse qu'elle aurait pu être volontairement provoquée dans le cadre d'un rituel protecteur préalable à l'enfouissement. Certaines civilisations anciennes avaient pour usage de briser des récipients rituels à des fins symboliques. Cela pourrait suggérer que l'amphore avait accompli son rôle, peut-être en tant qu'offrande sacrée ou comme moyen de dissuasion contre le vol. En somme, prenez mon argent, mais je garde mon précieux vase. Toutefois, de tels rituels sont peu attestés dans le monde romain, ce qui laisse la question entière. Peut-être s'est-elle tout simplement fendue à cause de la pression du sol, des cycles de gel et de dégel, de la croissance des racines, ou même du passage d'une taupe aveugle tâchant de se frayer un chemin. Bien que l'amphore et son contenu soient désormais entre les mains des spécialistes, leur découvreur a bien failli ne recevoir aucune récompense. Après avoir mis au jour le trésor, il lui fallait impérativement prévenir la police, afin de sécuriser le site. Mais le temps jouait contre lui. En Roumanie, un délai légal de 72 heures est imposé pour signaler toute découverte historique importante. Malheureusement, M. Manjac s'est heurté à un contretemps. C'était un jour férié, et les administrations compétentes étaient recloses. Il a donc passé les 2 journées suivantes à photographier avec soin chaque pièce de monnaie, avant de pouvoir remettre l'ensemble de ses trouvailles aux autorités. Le montant exact que M. Manjac pourrait percevoir reste inconnu du public, mais la législation roumaine prévoit généralement qu'un découvreur touche 45% de la valeur estimée de sa trouvaille. Une belle issue, quand on sait que tout cela a commencé par une simple promenade avec un détecteur de métaux. Depuis, le lieu de la découverte a été classé site archéologique, et toute fouille future devra s'effectuer sous la surveillance d'experts, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un prolongement à cette histoire. Mais pour l'heure, intéressons-nous à ce qui provoque les fameux signaux sonores des détecteurs de métaux et voyons s'il subsiste d'autres trésors encore enfouis à travers le monde. La majorité des modèles destinés aux amateurs reposent aujourd'hui sur une technologie appelée VLF, soit très basse fréquence. Lorsque vous balayez le sol avec l'appareil, sa bobine génère un champ magnétique invisible. Si un objet métallique, un clou, une alliance perdue ou une pièce d'argent romaine se trouve dans ce champ, il renvoie un signal. L'appareil le capte et émet un bip pour vous en avertir. Plus le signal est puissant, plus l'objet est probablement proche ou volumineux. En somme, il s'agit d'un procédé d'induction électromagnétique qui permet de faire réagir les métaux enfouis. Un peu comme si vous appeliez dans une caverne et écoutiez l'écho en retour. Fait amusant, les chauves-souris utilisent un principe semblable, mais fondé sur le son. On appelle cela l'écholocalisation. Si vous criez dans une grotte et les dérangez, elles peuvent émettre des clics aigus qui se répercutent sur les objets autour d'elles. Les échos ainsi produits les aident à déterminer la position de ce qui les entoure. Qu'il s'agisse d'un insecte ou d'un visiteur malvenu, rien ne lui échappe. Tandis que les détecteurs de métaux s'appuient sur des ondes magnétiques, les chauves-souris misent sur les sons et leur résonance. Si cela vous a donné envie d'essayer un détecteur, quels sont les lieux à privilégier ? Monsieur Manjac s'est contenté d'une promenade, mais pour beaucoup, c'est un loisir passionnant qui peut enrichir l'histoire et rapporter gros. Et ce plaisir ne se limite pas à la Roumanie, il s'étend bien au-delà. Au Royaume-Uni, des régions comme le Norfolk, le Suffolk ou le Lincolnshire sont devenues des lieux de prédilection. On y retrouve régulièrement des pièces romaines, des objets vikings ou des artefacts médiévaux. À l'âge du fer, les populations enterraient souvent leurs biens. Certains chercheurs pensent que c'était une forme de stockage, d'autres un acte rituel. Dans un cas comme dans l'autre, de nombreux dépôts pourraient encore s'y trouver. La France regorge elle aussi de vestiges enfouis, allant des trésors gallo-romains aux objets antiques. Aux Pays-Bas, une découverte récente a mis au jour un fragment d'une épée viking extrêmement rare. L'Écosse, quant à elle, n'est pas en reste. Des découvertes comme celle du trésor de Peebles offrent un nouvel éclairage sur les pratiques de l'âge du bronze. Si vous ne souhaitez pas partir en quête seul, sachez qu'il existe des circuits de détection organisés à travers plusieurs pays, proposant un accès encadré à des sites d'intérêt historique.
Ces excursions sont idéales pour ceux qui recherchent des reliques anciennes. Mais si, à l'inverse, vous comptez plutôt enterrer un coffre et le soustraire au détecteur, jusqu'où devrez-vous creuser? La plupart des détecteurs de loisirs peuvent localiser un gros objet enfoui jusqu'à près d'1 mètre. En revanche, pour les pièces ou autres objets minuscules, il faudra se contenter de 15 à 30 cm. Il faut aussi savoir que l'humidité du sol peut jouer en faveur de la détection. Elle améliore la propagation des signaux et facilite la localisation des métaux enfouis. Les modèles professionnels, bien plus coûteux, reposent sur une technologie sophistiquée leur permettant de repérer de grandes masses métalliques jusqu'à près de 30 mètres de profondeur. Cette capacité s'accroît même lorsqu'il pleut. Toutefois, à moins de cacher votre trésor dans un lieu stratégique, il y a fort à parier qu'il ne sera jamais retrouvé. Pensez à marquer l'emplacement d'une croix sur votre carte.